c'est simple, la vie, c'est facile, c'est léger. Comment j'ai fait pour me pourrir l'existence comme ça pendant autant d'années? Je me sens vraiment partir comme si on me plongeait de force dans un état méditatif très profond. Et là, soudainement, l'énergie monte, mais avec une force où j'ai senti chacune de mes vertèbres craquer. Là. C'est le plus beau cadeau que m'a fait la vie. Là. J'ai eu à apprendre à vivre dans le chaos. Ça a été ça, mon chemin de vie. Là, je suis tombée sur cette chapelle-là. Je suis rentrée, j'ai eu comme un coup de foudre. Là. Je veux dire, je rentrais à la maison. Comment passe-t-on de procureur à la personne et l'être que vous êtes aujourd'hui? C'est un long chemin. C'est un long chemin, chemin qui a été à la fois très difficile, mais absolument extraordinaire aussi. Merci d'être avec nous et bienvenue. Nous sommes encore à Québec pour quelques heures et puis on prendra la route ensuite pour aller à Montréal dans cette série d'entretiens, d'entrevues, de rencontres avec ceux et celles qu'on a le plaisir de vous présenter. Et alors, je ne sais pas si une émission suffirait pour expliquer le parcours de mon invité d'aujourd'hui. En off, juste avant de démarrer l'émission, elle me dit « Vous savez, j'ai eu 9 vies en une ». Mais je pense qu'elle en a eu 1000 en une et on va voir avec elle, évidemment. Diane Gagné est installée sur le fauteuil. Bonjour Diane, c'est vrai? Vous allez bien? Oui, je vais très bien. Très heureuse d'être ici. Mais moi aussi. Et je suis très content de partager comme ça avec des cousins et cousines québécoises et voir un petit peu votre parcours de vie. Vous êtes facilitatrice d'espace de transmission et de partage. Alors, ça, c'est pas un titre. C'est une entête de lettres. Oui, c'est ça. Et vous n'aimez pas les cases. Non, absolument pas. Et vous n'aimez pas qu'on vous colle effectivement un titre. Mais la question que je pose souvent à ceux et celles que je reçois, c'est lorsque vous êtes à un dîner ou des gens qui ne vous connaissent pas, il y a toujours cette question, et vous, qu'est-ce que vous faites dans la vie? Alors, qu'est-ce que vous répondez? Je suis. Je suis. Oui, et vous gagnez bien votre vie en étant? Non. Non, mais c'est pas un boulot pour moi. Ouais. C'est pas un boulot. Moi, je m'amuse follement. Et puis, ma carrière, je l'ai eue. Là. Je veux dire, on va en traiter. Non, la carrière, je l'ai eue. C'est terminé, ce bout-là, pour moi. Moi, maintenant, je m'amuse. Là, j'ai du plaisir. Et puis, c'est ça. Et puis, et vous avez raison. Les gens, effectivement, on se retrouve dans des espaces sociaux et les gens se définissent par une activité professionnelle, un métier, une profession ou même ne serait-ce qu'un rôle, un rôle parental ou autre. Bon, c'est une habitude, c'est un conditionnement, mais on n'est pas obligé d'en demeurer à ça. Et en tout cas, vous accompagnez. Oui. Et vous permettez à ceux et celles qui ont envie de changer des choses dans leur mindset, dans leur mode de vie, dans leur rapport à la vie en règle générale, à être. Oui, absolument. Voilà. Absolument. Ça, c'est une posture qui est... Alors, posture, j'aime pas non plus le mot, mais en tout cas, c'est une philosophie, un mindset qui est parfois difficile à comprendre parce qu'il a une notion très abstraite. Oui. Et qu'on a besoin d'avoir, et surtout moi, qu'on a besoin d'avoir un petit 1, petit 2, petit 3, petit 4. Vous ne pouvez pas fonctionner comme ça. Moi, ça fonctionne plus. Non, effectivement. Ça ne fonctionne plus du tout pour moi. Je veux dire, je comprends les concepts intellectuels. Je suis capable de jouer avec les concepts intellectuels. Puis, on sait un peu ce qu'on va s'amuser à faire dans la prochaine heure. Mais il n'y a plus possibilité pour moi de m'enfermer dans ça. Ça ne fonctionne plus. Ça ne fonctionne vraiment pas. Alors déjà, est-ce que vous avez je ne sais pas si on peut appeler ça un pseudonyme ou est-ce que vous avez un nom d'une dimension spirituelle qui a sans doute une histoire et vous allez nous la raconter, c'est Amit. Amrit, pardon. Oui. Qui veut dire quoi? Amrit, c'est un terme sanskrit. Puis le sanskrit, on peut donner... quand on commence à jouer dans le sanskrit, là, il y a vraiment quand même beaucoup de couleurs et justement de concepts et de sens qu'on peut donner à un seul et même mot. Mais disons que dans la tradition hindouiste, l'amrit fait référence à l'amrita, qui est une sorte de nectar de félicité. D'autres traditions appellent ça le soma. Donc, finalement, c'est une espèce de boisson qui permet d'accéder à des états altérés de conscience ou d'accéder à des espaces plus vastes et plus larges en nous. Donc, c'est une boisson? Oui, dans la tradition, on peut le voir comme ça, effectivement. Okay. C'est un peu... un breuvage? Oui, c'est associé à une légende. C'est associé à une légende qui est reliée à Shiva, à la conscience et au grand océan de la conscience. Et l'amrita, là-dedans, c'est comme le nectar de félicité. Là. Okay. C'est comme l'océan lui-même et tout ça. Tu sais, c'est assez complexe à expliquer, mais dans le fond, ça réfère à la béatitude et à la félicité beaucoup. Mais beaucoup ça veut dire quoi? Vous vous êtes octroyé ce nom? En fait, il est apparu. Il est apparu comme ça.
un moment donné dans ma vie. Et puis, parce qu'il y a d'autres noms à connotation spirituelle qui sont apparus avant dans ma vie. Puis, je comprenais pas trop quoi faire avec ça. J'ai utilisé certains, d'autres non. Ça passait, ça s'en allait et tout ça. Et quand celui-là est apparu, j'ai fait, bon, une autre chose qui vient d'apparaître dans le décor. Mais je sais pas, celui-là, il résonnait différemment. Puis là, j'étais à l'époque où, justement, j'étais en train de travailler les nombreuses versions du manuscrit. Et puis, j'ai fait, au départ, pourquoi pas en faire un nom de plume? C'était vraiment ça, l'idée de départ. Et puis après ça, c'est comme resté. Puis là, après ça, quand j'ai commencé à travailler le site web, ces choses-là, là, il était tout le temps là dans les parages. Il tournait, il était là. Donc, j'ai fait, pourquoi pas? Pourquoi pas? Mais pourquoi pas? Ça veut dire aujourd'hui que, d'ailleurs, on vous appelle plus justement par ce diminutif, ce pseudonyme, ou plus Diane? Pas nécessairement. Dans les espaces de partage, oui, souvent les gens finissent par après quelques rencontres ou quand on se côtoie plus, les gens, ça vient naturel, ils vont m'appeler Amrith. Mais dans ma vie de tous les jours, c'est Diane, là, je veux dire. Bon. Et vous êtes allé le chercher, en tout cas, vous l'avez ressenti, il se manifeste à vous dans un état modifié de conscience? Pas vraiment. C'est vraiment parce qu'à un moment donné, ce qu'on appelle un état de modifié de conscience, ça finit par, à quelque part, un peu s'installer, s'intégrer à un état de conscience diurne. Là, l'état de conscience diurne se transforme, il se modifie. Et là, on rentre dans un espace qui est beaucoup plus large et beaucoup plus vaste. Et dans cet espace-là, finalement, tout peut cohabiter. Là. Donc, je veux dire, tout à sa place, tout est à sa juste place dans cet espace-là. Donc, c'est dans cet espace-là qui est apparu. Et au départ, comme je vous dis, je voulais comme pas trop me l'accaparer parce que, comme on a dit au départ, j'aime pas trop m'enfermer dans les cases. Donc, je l'ai pris comme un nom de plume. Là, il revient, mais comme je vous dis, qu'on l'utilise pas, pour moi, ça fait pas de différence. Oui, il y a une résonance, puis il y a quelque chose de joyeux quand on l'évoque pour moi, mais il y a quelque chose de tout aussi joyeux à évoquer Diane. Là. Je veux dire, il n'y a pas de problème avec très bien. ça. Je reste avec Diane, si ça vous dérange pas. Oui, j'ai aucun problème avec ça. Quand j'ai dit tout à l'heure, en avant-propos, en démarrant l'émission, j'ai dit vous avez eu 1000 vies en une. Et j'ai dit qu'effectivement, vous n'aimiez pas être associé ou intégré dans des cases. Pourtant, vous avez eu une première partie de vie où les cases étaient bien définies, même si elles ont été extrêmement éclectiques, variées, et on passait vraiment d'un thème, d'un angle à un autre. Et c'était abyssal, d'ailleurs, les écarts qu'il pouvait y avoir. Puisque vous avez terminé, vous avez fait du droit, vous avez fait de l'artistique aussi, vous avez eu aussi une vie de bohème, vous avez démarré dans votre vie dans un camping, une roulotte, etc. On va y revenir. Mais surtout, vous êtes allé jusqu'à être procureur. Procureur, et la dénomination exacte de votre titre, c'était, alors que je retrouve évidemment l'information, c'était, comment vous dites, si vous pouviez m'aider? Procureur aux poursuites criminelles et pénales. Procureur aux poursuites criminelles et pénales. Comment en arrive-t-on, comment passe-t-on de procureur à la personne et l'être que vous êtes aujourd'hui? C'est un long chemin. C'est un long chemin, chemin qui a été à la fois très difficile, mais absolument extraordinaire aussi. Donc, c'est sûr que j'en suis passée par un effondrement. Là. Il y a eu un effondrement majeur dans ma vie là, qui a entraîné un basculement et un retournement qui a tout changé. Mais en fait, on dit qu'il a tout changé. À la base, sur le coup, c'est l'impression qu'on a, que ça change et que ça transforme tout. Mais plus on avance sur le chemin et plus on prend ce que moi j'appelle un zoom-out, là, qu'on prend du recul par rapport à toute l'histoire, justement, du personnage et toute l'histoire de vie, plus on prend du recul par rapport à ça, plus on s'aperçoit un jour qu'on a toujours été exactement à la juste place qu'on devait être et qu'on a fait exactement ce qui devait être fait dans le parcours de vie. Donc, à quelque part, j'ai toujours été exactement tel que je devais être à chaque instant de ma vie, sauf que j'ai cru que je ne l'étais pas. Et de là, a monté une très grande souffrance au fil du temps. C'est surtout ça qui est arrivé. Oui. Et vous vous écroulez en 2003? Oui, premier écroulement majeur en 2003. Mais avant cela, il y a évidemment quelque chose qui est assez étonnant, c'est qu'on pourrait dire que la spiritualité au sens large vous a toujours habité. Or non, vous l'avez même refoulée complètement, cette spiritualité, avec un événement évidemment tragique et douloureux, la disparition de votre papa. Oui, c'est ça. Qui décède des suites d'un cancer du pancréas. Oui. Et là, alors que vous aviez cette relation assez fusionnelle avec votre père, plus qu'avec votre mère, apparemment. Absolument. Et là, parce que vous ne comprenez pas le départ de votre père, vous rejetez complètement cette dimension spirituelle. Absolument. Absolument.
Parce que quand j'étais jeune, moi, je viens pas d'une famille qui était particulièrement religieuse ou spirituelle, mais le mode de vie bohème dans lequel je me suis retrouvée a fait en sorte qu'à proximité du fameux terrain de camping où on était, il y avait une chapelle. Et un jour, moi, je me promenais, je faisais mes balades d'enfants un peu solitaires en forêt, et je sors d'un boisé, et là, je suis tombée sur cette chapelle-là. Je suis rentrée, j'ai eu comme un coup de foudre, là. Je veux dire, je rentrais à la maison. Donc, je me suis installée là. Et puis là, les chants, bon, l'espace de recueillement, tout ça, pour moi, c'était comme waouh! Comme enfant, moi, j'ai vraiment... C'était comme tout à fait naturel, c'était fluide, ça coulait, c'était le fun. Puis tranquillement, pas vite, bien là, c'est mes parents qui ont commencé à se demander où je disparaissais à tous les samedis et les dimanches. Et puis, bien, j'allais à la messe de 16h30, à celle de 18h. Le dimanche, j'allais à celle de 9h, de 10h à 11h. Incroyable! Toute la journée, vous le passez à la messe? Oui, absolument. Absolument. Puis très rapidement, je suis devenue servante de messe. Je n'avais même pas fait mes premiers sacrements, puis le curé me faisait servir la messe. En tout cas, bref, c'est tout un parcours. Mais moi, j'étais très joyeuse là-dedans. J'étais très bien, j'étais très heureuse. C'est un peu moi qui ai ramené mes parents à l'Église d'une certaine façon. Puis j'ai cheminé là-dedans vraiment gaiement toute mon enfance, une bonne partie de mon adolescence. J'ai été impliquée dans toutes sortes de mouvements qui, à l'époque, il y avait toujours des dimensions spirituelles. Tu sais, le catholicisme était plus présent autant à l'école que dans certains mouvements. Il y avait comme cette présence-là qui était tout le temps là. Puis moi, je naviguais là-dedans, puis ça allait très bien. Puis là, bien, quand mon père est décédé, c'est certain que là, je comprenais pas. Je comprenais pas du tout ce qui se passait. Là. Pour moi, c'était une perte de repère complète. Parce que ça a été très rapide en plus. Oui, ça a été très rapide. Puis j'avais quand même juste 16 ans. Là. Donc, fait que bref, ça a été... Et j'ai cherché pendant quelques mois des réponses à travers des espèces de camps spirituels qui étaient offerts aux adolescents. Et ça collait pas. J'avais pas les réponses. Et puis un jour, j'ai comme fait non, je suis plus capable. Je vais aller vivre ma vie autrement. Et puis j'ai comme rejeté cette dimension-là. Et vous étiez même en révolte envers la spiritualité. Oui, absolument. Absolument. Moi, je me rappellerai toujours la première fois que j'étais allée au Vatican, en Italie, là, et que j'ai visité le musée du Vatican. Là. Je suis sortie de là, j'en ai eu pour 2 heures à pas décolérer. Là. J'étais dans une rage. J'étais comme, c'est pas le temple de Dieu, ça, là. Je veux dire, je trouvais ça horrible, l'accumulation de richesses qu'il y avait là, tout ça. Fait que, oui, j'ai été dans un gros rejet. Mais par contre, paradoxalement, j'ai eu des enfants. J'ai fait faire tous les sacrements à mes enfants et je les ai quand même introduits à une certaine forme de vie spirituelle, à leur corps défendant, parce qu'ils n'étaient pas très intéressés par ça. Mais quand même, c'était important pour moi qu'il y ait au moins cette base-là. Après, je me suis dit, ils en feront ce qu'ils veulent, mais au moins, ils auront cette base-là. Bon, en tout cas, effectivement, la première étape importante de votre vie, c'est bien sûr la disparition de votre papa. Et d'ailleurs, vous l'expliquez, vous dites très bien que ça va vous conduire jusqu'à une thérapie à l'âge de 25 ans. Ah oui, absolument. Parce que l'écroulement, il est jusque-là. Mais vous arrivez quand même, vous êtes brillante. À l'école, à l'université, oui. Vous allez intégrer les forces armées canadiennes pendant quelques temps, avec je crois que vous avez fait une école des officiers, des études de droit, etc., jusqu'à être procureur. Donc, vous avez un cursus qui vous a quand même, vous avez réussi à vous stabiliser quand même dans ces études. Oui. Avec l'aide de beaucoup de médication et d'appui thérapeutique, j'ai quand même réussi à naviguer à travers la vie, mais force est d'admettre que, je veux dire, à 25 ans, j'avais pas fait le deuil de mon père et parce que j'avais pas eu non plus d'espace d'accueil véritable pour le faire. À l'époque, on n'était pas à une époque où, justement, les thérapies, toutes ces choses-là, quand j'avais 16 ans, du moins, là, on n'en parlait pas vraiment de ces choses-là. Il n'y avait pas de soutien, il n'y avait pas... Bon, à l'adolescence, c'est pas la période où vous commencez à pleurer votre vie avec vos amis, où vous le faites dire assez rapidement, là, t'es lourde, t'es pesante, c'est déprimant être avec toi. Donc, l'espace pour vivre mon deuil, je l'ai pas eu. Fait que c'est certain que rendu à 25 ans, il y avait déjà l'émergence de quelque chose. Là, j'étais pas bien et je cherchais, sans le savoir vraiment consciemment, je cherchais des réponses. Là. C'est certain, oui. Alors, ce qui est assez... vous savez, en France, toutes les émissions que j'ai pu faire, quand il y a des accompagnants de vie, des thérapeutes, des coachs et autres, sur cette notion du deuil, beaucoup n'aiment pas l'expression qui consiste à dire faire son deuil ou vivre son deuil. Quelle est votre définition de ça ?
Bien, en fait, le deuil, c'est une perte, hein? C'est un manque. Là. Je veux dire, c'est la présence d'un être cher. Puis un être cher, ça peut être un parent, là, mais ça peut être un animal de compagnie. Ça peut être bien des choses. Là. Ça peut être une étape de vie aussi. C'est la disparition de quelque chose qui nous est cher, auquel on a un profond attachement. Et là, ce n'est plus présent dans notre vie. Donc, il y a une souffrance émotionnelle qui vient avec ça. Et ça, je l'ai compris quand même assez récemment. Là, ça fait pas des années. Quand on vit en outre un deuil dans l'enfance et dans l'adolescence, ça n'a pas les mêmes impacts que chez un adulte. Parce que là, ça fait vraiment partie intégrante de l'histoire de vie sur laquelle la personnalité, ce qu'on appelle la personnalité ou le persona, se construit. Ça fait partie, c'est une douleur, c'est une blessure inhérente sur laquelle toute la personnalité va se construire. Donc, contrairement à un adulte qui va vivre ce qu'on appelle les classiques étapes du deuil en quelques années, peut-être 2 ou 3 ans, bien, un enfant, lui, il n'a pas toute la maturité non plus au niveau du cortex préfrontal, tout le développement n'est pas fait, il n'y a pas tous les acquis pour bien intégrer un deuil. Donc, le deuil va s'intégrer par petites bouchées tout au long de sa vie. C'est souvent ça qui se passe chez les enfants et les adolescents. Mais ça, avant de comprendre cette réalité-là, je vous dirais, ça fait moins de 2 ans là, que j'ai compris cette réalité-là et que quelqu'un me l'a vraiment bien exposé et bien expliqué. T'sais. Donc, le deuil, c'est propre à chacun. Puis après ça, bien, aussi, il y a toutes les notions de ce que la société fait du deuil. Je veux dire, si vous prenez la Bible de la psychiatrie là, qu'on appelle le DSM, là, pour eux, si vous regardez les symptômes cliniques, quelqu'un qui n'a pas fait son deuil en 2 ans, ça devient pathologique, ça devient problématique. Mais qui a décidé ça? Bien sûr. Qui a décidé ça? Qui a de cette date et de ce laps de temps-là? Ça? Bien sûr. Je veux dire, chaque personne intègre les événements de sa vie à son rythme et à sa manière. Et je ne crois pas qu'il y ait de recettes magiques ou qu'il y ait de méthodes par rapport à ça. Je veux dire, l'important, c'est qu'il faut vivre les émotions qui sont associées à ça et ne pas les refouler. Et c'est quand on les refoule et quand on ne les vit pas que là, on n'est pas capable de passer parce qu'on n'actualise pas les énergies qui sont en nous. On les garde, on les contient, on les restreint en nous. Et là, on entrave carrément tout le flux de la vie. Là. C'est ça qui se passe. Il n'y a plus rien qui circule. Là. Donc, on ne peut pas avancer dans la vie. On est bloqué, là. On est figé. Là. Donc, à un moment donné, il faut actualiser toutes ces émotions-là qu'on a refoulées ou qu'on a repoussées et ou qu'on s'est dit, bien, je vais le régler plus tard parce que ça arrive souvent, ça aussi, dans certaines circonstances de vie. On est tellement bousculé et chahuté par la vie qu'on se dit, ben, je vivrai ça plus tard. Oui, mais... On repousse ben oui, à chaque fois l'échéance. Et voilà. Et comment vous avez fait, vous, alors, pour sortir de cette en fait, j'ai pas vraiment de réponse très claire par rapport à ça. Dans le fond, j'ai fait ce que je pouvais. J'ai fait de mon mieux. C'est la seule réponse que je vous donnerais. Puis mon mieux n'était pas toujours ce qui était de plus adéquat. J'ai fait de la thérapie pendant de nombreuses années. Mais malgré ça, le sentiment grandissait et persistait. J'avais un sentiment de marginalité et de différence qui persistait et qui grandissait, qui faisait que plus ça allait et plus je me disais, c'est moi le problème. C'est moi le problème. C'est moi le problème. Parce que les émotions étaient toujours un peu à fleur de peau. Ils pouvaient surgir un peu n'importe comment, de n'importe quelle façon. Donc, j'étais très intense, mais ça, je l'ai toujours été. Même quand j'étais enfant puis que tout allait bien, j'avais une intensité naturelle qui était là. Là, c'était juste exacerbé dans une couleur qui était peut-être moins agréable pour l'entourage. Et là, j'avais beaucoup de retours qui me faisaient voir que j'étais anormale, on va le dire entre guillemets. Fait que là, je me disais, c'est moi le problème, c'est moi le problème. Donc, très rapidement, même la psychothérapie ne suffisait pas. Ça ne suffisait pas. Là, j'ai commencé à me chercher un diagnostic. J'ai dit, c'est sûr, j'ai une maladie mentale, j'ai quelque chose. Et vous pensiez même être bipolaire. Oui, c'est ça. J'ai dit, moi, là, j'ai commencé à faire mes recherches, comme on dit. J'ai fait mes recherches. Et là, à un moment donné, ben là, quand je suis tombée sur la description de cette maladie-là, j'ai fait, hey, ça ressemble beaucoup à ça, hein? Oui, vraiment beaucoup. Donc, j'en ai parlé avec mon psychologue. Et puis, mon psychologue, au départ, était là, non, pas vraiment, je croirais pas. Puis là, il est arrivé quelques circonstances un peu plus tard où là, un jour, il m'a dit, ben peut-être. Et moi, c'était la clé que j'attendais, c'était le go que j'attendais. Donc, j'ai fait ni une ni deux. J'avais une consultation avec mon médecin de famille, un suivi, et là, j'ai dit, je veux une référence en psychiatrie. Et là, moi, je suis arrivée en psychiatrie, puis je veux dire, moi, dans ma tête, là, c'était clair, là, je suis allée chercher mon diagnostic. Carrément, je suis allée chercher mon diagnostic. C'est fou que vous ayez besoin d'avoir
vous avez besoin d'être estampillé avec le coup de tampon qui dit mais ça m'a vous rassurée. êtes ça. C'est vrai? Ça m'a excessivement rassurée à l'époque. Il y avait une explication logique. Il y avait à votre mal-être. Oui, il y avait une explication et en plus, il y avait une solution miracle. La médication. Mais c'est pas tout à fait ça qui s'est passé. Non, ça s'est pas passé comme ça. Et puis, il s'est avéré assez rapidement que j'avais une certaine forme d'hypersensibilité aux molécules. Donc, ça fonctionnait pendant un temps. Après ça, il fallait changer. On recommençait, on essayait d'autres choses. C'est sûr qu'on a commencé les traitements avec le classique lithium. Ça n'a pas pris un mois que je me suis intoxiquée au lithium. Enfin, bref. Bon, je pourrais en parler pendant des heures, mais ça a été un parcours là, qui s'est échelonné sur environ 13 ans. Où là, j'ai essayé toutes les molécules imaginables et inimaginables en continuant la thérapie en parallèle. Là. Je veux dire, la thérapie est toujours restée là. Donc, tout ça, à quelque part, était OK parce que ça m'a permis d'affronter mes obligations puis de faire ce que j'avais à faire au niveau familial, au niveau professionnel, au niveau personnel. Donc, j'étais fonctionnelle. Ce qui est assez incroyable, Diane, c'est que entre la période dont on a parlé avec votre papa à l'âge de 16 ans, l'adolescence, jeune femme, jusqu'à 25 ans, l'hospitalisation, la médication, etc., etc., vous n'avez pas vraiment eu de jeunesse. Non, pas vraiment, effectivement. Vous marquez un point qui est très intéressant. Effectivement, moi, j'étais enfant unique et puis moi, mes parents étaient plus vieux que la moyenne. Quand je suis venue au monde, mon père avait 45 ou 46 ans. Ma mère avait début de la trentaine, 31, 33. Mes parents avaient 15 ans d'écart entre eux. Donc, j'étais enfant unique. Et puis, j'ai été beaucoup les premières années avec mes parents parce que mon père se déplaçait beaucoup avec son travail, d'où le fait qu'on restait dans une roulotte de camping. Donc, j'étais continuellement avec des adultes. J'avais pas le temps de vraiment tisser des relations avec les enfants parce qu'on restait jamais assez longtemps aux endroits qu'on visitait. Donc, c'est certain que je me suis retrouvée avec une certaine forme de maturité très jeune. Trop jeune. Oui, trop jeune, effectivement. Effectivement, oui. Mais vous avez une carrière brillante qui est assez incroyable, même si elle ne va pas... Parce qu'en 2011, vous allez quitter, évidemment, ce poste de procureur. Oui. Parce que les choses ne tournent pas vraiment très, très bien. On parle de harcèlement psychologique, voire du... C'est pas moi qui en ai été victime, mais effectivement, le climat de travail était pas très simple. Le climat de travail était évidemment très tendu. Et alors, là aussi, ce qui est encore un truc incroyable, c'est qu'un an plus tard, le directeur général et sa conjointe décèdent dans un accident de voiture. Oui, là, vous parlez de mon nouvel emploi. De votre nouvel emploi. Oui, dans mon nouvel emploi, oui, effectivement. Oui, non, écoutez... C'est-à-dire c'est encore une ponctuation de souffrance, de drame, de disparition, de deuil, encore. Oui, mais là, ce qui était intéressant, puis ce que la vie a amené d'intéressant, c'est qu'en fait, quand j'ai quitté le poste à la Couronne pour aller travailler en entreprise et faire de la ressource humaine, c'est ce directeur général-là qui m'a approché, mais qui se trouvait être un partenaire d'affaires de mon conjoint. Donc, c'était l'entreprise que mon conjoint avait avec d'autres partenaires d'affaires. Donc, quand il m'a approché, lui, il voulait mon côté juriste parce qu'on était à une époque où il fallait faire un exercice d'équité salariale en entreprise, puis c'était très complexe, fait que c'était mon côté juriste qui l'intéressait. Puis l'entreprise boomait, donc il y avait besoin de gens aux ressources humaines. J'avais zéro expertise en ressources humaines. J'ai dit, allons-y. Mais bref, tout ceci pour dire que moi, j'ai dit, ben OK, ça m'intéresse, mais moi, je veux relever toi. Je veux pas travailler avec mon conjoint, là. Tu sais, je veux dire, je veux relever toi. Puis c'était ça le deal au début. Tu sais, c'est sûr que oui, je travaillais quand même avec mon conjoint, mais je relevais pas directement de mon conjoint. Ouais. Donc, ça se passe comme ça va super bien. Puis là, effectivement, ça fait pas à peine un an que je suis en fonction, que le couple décède d'une façon tragique. Ouais. On a vraiment été tous sous le choc, mon conjoint encore plus que moi, parce que moi, je connaissais ces gens-là quand même depuis quelques années, mais beaucoup moins intimement que mon conjoint pouvait Et là, mon conjoint se retrouve parachuté à la tête de l'entreprise. Donc là, je me retrouve à devenir comme sous sa direction. Oui, sous sa direction. Aïe. Est-ce que vous ne vouliez pas? Non, je ne le voulais pas au début parce que quand tu occupes un poste de ressources humaines en entreprise, il faut que tu aies la confiance des employés. Donc là, si ton patron se trouve être aussi ton conjoint, la façon dont c'est perçu par les employés, ça peut être perçu de toutes sortes de façons. Il y en a qui sont capables de faire la part des choses, mais il y en a qui ne sont pas capables. Donc, bref, c'est ça qui est arrivé. Mais ça a été une aventure absolument fantastique parce qu'après ça, ça a vraiment très bien été avec mon conjoint. Là. Mais encore une fois, on en revient encore à ce diagnostic-là, cette analyse-là, c'est de se dire que tout ce qui vous structure, tout ce qui vous permet d'être
plus ou moins équilibré, on va dire, dans le marasme de cette première partie de vie, s'effondre. Oui. Moi, j'ai eu à apprendre et ça, c'est le plus beau cadeau. C'est le plus beau cadeau que m'a fait la vie, là. J'ai eu à apprendre à vivre dans le chaos. Ça a été ça, mon chemin de vie. Apprendre à vivre dans le chaos. Oui, j'ai appris à vivre dans le chaos. Dans le chaos. Vraiment, là, dans toutes les montagnes russes, les hauts et les bas de la vie, là, ça, la vie m'a mis à l'épreuve là-dessus dès mon plus jeune âge. Je veux dire, la stabilité, je veux dire, t'es enfant, tu te déplaces d'un lieu à l'autre, t'as pas de résidence stable avant l'âge de 6 ans. Je veux dire, bref, tout ça pour dire que j'ai appris, et moi, j'ai toujours été plus confortable dans l'absence de routine que dans la routine. C'est-à-dire que vous partez... Est-ce que, vous savez, en France, je ne sais pas si on le dit ici, il faut souffrir pour réussir. Oui, on peut. Ouais, bon, moi, je pense qu'il y a certaines parts de souffrance dans la vie qui sont inévitables. OK, la douleur physique, les maladies, les afflictions, bon, c'est des choses qu'on ne peut pas vraiment éviter, mais il y a tout un lot de souffrance qui est très optionnel aussi. Là. Je veux dire qu'on pourrait s'éviter. Ouais. Alors, dans ce parcours de vie de Diane, il y a encore un truc qui est incroyable, c'est que ça va beaucoup plus loin. C'est-à-dire, en 2016, vous ressentez, vous êtes au bout du bout. Absolument. Au bout du bout. Au bout du bout, et oui. Vous vous dites, et vous avez envie de basculer, comme on dit, jusqu'à faire une tentative de suicide. Oui, j'en ai fait une. Oui, absolument. Absolument, parce que ça, c'est une autre affaire que j'ai appris beaucoup plus tard, mais il y a beaucoup de molécules. Il y a plusieurs facteurs qui ont contribué à ma tentative de suicide, mais il y a beaucoup des molécules que je prenais, dont les effets secondaires dans les notices pharmaceutiques sont les pensées suicidaires. C'est quand même assez paradoxal, là, mais si vous regardez un peu la pharmacopée qui est donnée en psychiatrie, ça arrive assez régulièrement que dans les effets secondaires, il y a les pensées suicidaires. Mais outre ça, il y avait aussi, je vous dirais, du transgénérationnel dans ça, parce que du côté de ma mère, dans les 75 dernières années, il y a eu 3 suicides. Moi, j'étais la 4e à faire une tentative dans la lignée familiale du côté maternel. Donc, il y avait beaucoup de ça qui jouait aussi. Il y avait un profil dépressif parce que, bon, si on se réfère à la maladie bipolaire, moi, dans mon parcours de la maladie bipolaire, j'ai vécu beaucoup plus d'états dépressifs que d'états qu'on appelle hypomaniaques. Là. Tu sais, je veux dire, c'était beaucoup plus souvent des cycles dépressifs qui venaient me rattraper. Tu sais, fait que, bref, il y a eu beaucoup de ça. Puis oui, effectivement, j'ai fini par faire une tentative de suicide qui a été déclenchée par toutes sortes de choses, puis un contexte familial aussi particulier à l'époque. Tout ça cumulé fait qu'effectivement, c'est compliqué. Oui, effectivement. Bon, fort heureusement, vous vous en sortez, vous êtes là évidemment, et vous dites qu'en vous réveillant, vous avez une question comme ça qui est persistante et qui revient régulièrement, c'est pourquoi est-ce que je suis encore en vie? Ah ouais, qu'est-ce que je fous ici? Qu'est-ce que je fais ici dans ce monde? Qu'est-ce que je fous ici? Qu'est-ce que je fous encore ici? Et là, ça devient comme envahissant, là, envahissant. Mais l'autre chose aussi, c'est que là, veut pas, les effets à long terme de la médication ont fini par embarquer. Et là, j'étais dans des déficits cognitifs quand même assez importants. Donc, la capacité à penser clairement n'était plus là. Je veux dire, le hamster des pensées tournait à une vitesse folle en permanence. J'étais plus capable de prendre du recul. J'étais épuisée, j'étais au bout du rouleau. Donc, tout ce que j'étais pas capable de répondre à cette question-là. La seule chose que je pouvais faire, c'était d'écrire. J'écrivais. Moi, après la tentative de suicide, là, je remplissais des carnets là, d'à peu près du format de mon livre. Là. Je pouvais en remplir un à tous les 2 mois. Là. Je veux dire, j'écrivais sans arrêt. Vous avez gardé ces notes? Je les ai gardées pendant un certain bout de temps, oui. Puis un jour je m'en suis débarrassée, oui. Oui. Avec une sorte de rituel, un acte psychomagique? Oui, je les ai brûlés. Vous les avez brûlés? Oui, je les ai brûlés. C'est ce que j'allais vous demander. Oui, je les ai brûlés. Et c'était libérateur. C'était libérateur. Oui, c'était libérateur. Oui. À ce moment-là, lorsque vous sortez évidemment de cette situation qu'on peut comprendre, le yoga, la relaxation, la méditation, les retraites méditatives, tout ça commence à rentrer dans votre vie? Bien, oui, d'une certaine façon, mais c'est pas nécessairement tout ce que je venais de vivre qui m'a conduit là. Avant la tentative de suicide, moi, je faisais de la course à pied, je faisais du demi-marathon. Donc, quand on fait des gros volumes de course, bien, on a mal partout, continuellement. Donc, j'avais introduit le yoga, moi, pour l'aspect du stretching. Là. Tu sais, il y avait 0 aspect spirituel dans ça. Là. Moi, c'était vraiment l'aspect de la discipline physique, faire des étirements, tout ça, ça me faisait du bien. Sauf qu'après la tentative de suicide et les quelques mois là, où j'ai erré, un jour, j'ai eu une blessure sportive. J'ai dû arrêter de courir.
Donc là, moi, l'arrêt de la course signifiait souvent le retour d'état dépressif. Et là, je ne voulais pas ça parce que j'avais commencé à faire un certain sevrage de la médication. Ça faisait quand même un certain temps que je ne prenais plus aucun antidépresseur. Il restait un stabilisateur de l'humeur puis quelques autres molécules, là, mais au moins, je ne prenais plus d'antidépresseurs. Donc là, quand j'ai vu que je ne pouvais plus courir, j'ai dit, là, il faut que je fasse d'autres choses là, parce que ça ne fonctionnera pas. Là. Faut que je compense. Fait que là, j'ai commencé à faire... J'ai augmenté ma pratique du yoga. Et c'est là que j'ai remarqué que les périodes de relaxation, à la fin, là, ce qu'on appelle les shavasana, là, les détentes profondes, là, me faisaient vraiment beaucoup de bien. Fait que là, tranquillement, pas vite, j'ai fait « Ah, peut-être que la méditation pourrait être intéressante. » Fait que tranquillement, pas vite, c'est ça qui m'a conduit à la méditation. Mais là, la méditation, encore là, j'avais tellement de déficit cognitif que quand j'ai commencé à méditer avec des applications là, de type petit bambou puis de la musique, ça fonctionnait pas. J'étais incapable de me concentrer sur quoi que ce soit. C'était pathétique, là. C'était vraiment épouvantable. Donc, un jour, ce que j'ai fait, c'est que j'ai tout foutu ça au bout de mes bras, puis j'ai fait comme je suis pas capable d'arrêter de penser. Ben, on va s'asseoir, puis on va penser. Mais moi, je ne sais pas là, que c'est une approche méditative classique que d'observer les pensées. Là, j'ai zéro background là, en type de pratique méditative et toutes ces choses-là. Donc, je me suis installée et là, j'ai commencé à fermer les yeux puis à juste rester là avec ça et tout ça. Et là, assez rapidement, il a commencé à se manifester, c'est ça, là, je sentais comme une énergie partir du sacrum, là, ça montait. Puis là, quand ça arrivait au niveau de la tête, là, j'avais des épisodes de silence mental. Et là, j'étais comme « Wow! » J'ai fait « Qu'est-ce que c'est que ça? » Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Mais là, j'ai eu un petit craving que tout le monde a dans ces circonstances-là. T'en veux encore? Parce que c'est excessivement reposant quand les pensées s'arrêtent. Donc là, j'ai augmenté ma pratique méditative comme ça. Puis là, mais moi, avec mon intensité naturelle, je me suis mis à méditer. Je pouvais méditer facile là, 1 heure, 1 heure et quart à tous les jours. Par jour? Puis oui, j'ai fait ça pendant 2-3 mois. Et rapidement, j'ai vu mon sommeil s'améliorer. Il y a plein de choses qui ont commencé à s'améliorer. Là, j'ai fait OK. Sauf qu'au bout de 3 mois, j'ai fait ben là, j'ai zéro connaissance dans ça. J'ai pas d'expertise. Je sais rien. Je connais rien. Il faudrait que j'aille me faire un peu encadrer dans tout ça. Une retraite? Et oui, c'est ça. Et c'est là que j'ai fait ma première retraite de méditation. Et il se passe un truc. Oh oui, il s'est passé plusieurs trucs pendant cette retraite-là. Il s'est passé vraiment beaucoup de trucs pendant cette retraite-là parce que quand on se retrouve en groupe à méditer, bien, c'est sûr qu'il y a un effet, l'effet de groupe. Bon, donc là les phénomènes énergétiques rentraient de plus en plus au poste. Là. Puis là, j'étais comme, je comprenais pas trop ce qui se passait, mais ça me faisait un bien fou. Là. Et à la fin de la retraite, il y a eu une espèce de méditation guidée pour nous mettre en contact avec notre guide intérieur. Là, moi, je suis un peu sceptique. Là. Je suis dans mon scepticisme de fille très rationnelle qui n'est pas du tout tournée vers la spiritualité. Je me prête au jeu sans trop y croire. Il nous fait préparer une espèce de question. Je ne la prépare pas. Je me dis, ça ne fonctionnera pas, ce truc-là. Donc, bref, on fait la méditation. Et là, moi, très rapidement, je descends dans l'état méditatif auquel il nous amène. Et là, il y a une certaine forme de visualisation, puis on arrive à un certain point, et là, on arrive devant un guide, et là, il faut lui poser une question. Et là, il y a vraiment un cri du cœur qui a monté en moi. J'ai dit, moi, je veux juste arrêter de souffrir. Ça a monté, là, puis j'en parle, puis il y a encore de l'émotion. Il y a encore de l'émotion. J'ai dit, je veux juste arrêter de souffrir. C'est ce que vous demandez au guide? Oui, c'est ce que je demande au guide. Et là, c'est là que les choses ont commencé à être très étranges. Là, il y a une voix qui m'a répondu, mais la voix, elle n'était pas dans ma tête. La voix, elle était là, tout autour de moi. Là. Et la voix m'a juste répondu, « T'as été entendu. » Tu as été entendu? Oui, t'as été entendu. Et ça s'est arrêté là. Sauf que quand je suis revenue chez moi, ben là, j'ai comme eu un peu la chienne, comme on dit en bon québécois. Là. J'ai eu peur un peu. Mais là, j'ai arrêté de méditer pendant quelques jours parce que là, j'ai fait, c'est vraiment étrange là, ce qui se passe en ce moment. Mais la curiosité était là. Il s'était passé quelque chose. J'étais curieuse. Donc, après, peut-être, je ne sais pas, une semaine de pause, je suis retournée en méditation. Et là, pendant un bon 2 semaines, je vous dirais, là, j'avais un dialogue avec cette voix-là. Et là, j'ai commencé à dénouer là,
des nœuds là, dans ma tête, là, des schèmes, des patterns, toutes sortes de choses là, m'apparaissaient. Et là, je commençais à voir les choses sous un angle complètement différent, mais complètement différent. Là, il se passait quelque chose. Fait que là, ça a duré pendant un petit bout de temps. Et puis après ça, bien, très peu de temps après ça, est arrivé là, l'éveil de Kundalini. Voilà. Ouais. L'éveil de Kundalini. Ouais. Alors, c'est intéressant parce que c'est aussi l'objet évidemment de votre livre. On va y revenir dans un instant. Mais l'éveil de Kundalini, ça aussi, très peu de gens arrivent à l'expliquer, à le décrire. En tout cas, le seul point commun de tous les témoignages de ceux qui ont vécu l'éveil de Kundalini disent tous à quel point c'est physiquement douloureux. Je suis plus ou moins d'accord avec vrai? ça. Oui, je suis plus ou moins d'accord avec ça. Bien, écoutez, je dis pas que ces gens l'ont tort, là, c'est pas ça. C'est le ressenti, c'est le vécu, puis c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui en parlent comme ça. Moi, j'ai vécu le meilleur comme le pire de tout ce qui est associé à ça, l'éveil de Kundalini, parce qu'il y a tellement Vous faites jamais les choses à moitié. Ouais, non, moi je fais pas les choses. Vous vivez la totale oui, ou absolument. rien. C'est ça. Hein? On est d'accord? C'est ça, oui, on est tout à fait d'accord. C'est fou. Hein? Non, là, maintenant, ça s'équilibre beaucoup, mais ça a été longtemps comme ça dans ma vie. C'est ça. Hein? Oui, ça a été c'est-à-dire, longtemps encore une fois, c'est ce que vous disiez tout à l'heure, c'est-à-dire que vous devez avant passer par le chaos, donc vous devez souffrir dans votre chair, parfois dans votre mindset, dans votre mental, pour comprendre. C'est qu'il faut que ça rentre. Oui. Mais là, plus maintenant. Bon, plus ça, maintenant. Ça a tout transformé. Ça a tout transformé, mais oui, ça a été longtemps, ça. Alors, quelle est votre explication de cet éveil de Kundalini? Comment vous décrivez ça? Écoutez, moi, dans le fond, techniquement, la façon dont ça s'est passé, ça aussi, c'est assez particulier, là, parce que il y a eu une première montée, là, mais ça s'est passé, en fait, sur 3 jours. Je vais essayer de le raconter sommairement. Ce qui s'est passé, c'est qu'une journée... puis ça s'est pas passé dans un contexte de pratique méditative, en plus, là. Une journée, je reviens de faire les courses, je rentre dans la maison avec la commande, je dépose les sacs et soudainement, j'ai comme un appel d'une urgence incroyable à aller dans ma pièce de méditation. Et là, le premier réflexe que j'ai, c'est de me dire, j'ai peut-être oublié une chandelle. Bon, ça se pourrait. Là, je sais pas, je comprends pas l'élan d'urgence, ne serait-ce qu'il y a peut-être quelque chose qui est en train de brûler. Donc, je dépose les sacs et en plan là, je défais même pas la commande, puis je monte 4 à 4 les escaliers, puis je débarque dans la pièce. Tout est parfaitement normal. Mais là, j'ai vraiment le cœur qui bat à la chamade, là. C'est poum, 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 poum. Fait que là, je suis comme, voyons, qu'est-ce qui se passe? Fait que là, je fais comme, bon, là, je vais me déposer 2-3 minutes avant de redescendre, défaire la commande, là, parce que là, vraisemblablement, je comprends pas ce qui se passe. Fait que j'ai un petit banc de méditation, je m'installe, je ferme les yeux. En fermant les yeux, je me sens partir, là. Je me sens vraiment partir comme si on me plongeait de force dans un état méditatif très profond. Je me sens vraiment partir et là, je sens que l'énergie s'active dans mon bassin et assez que là, j'ai des mouvements là, très oscillatoires. Là, c'est toute ma colonne vertébrale fait ça. Là, j'ai des mouvements oscillatoires comme ça. Et là, soudainement, l'énergie monte, mais avec une force où j'ai senti chacune de mes vertèbres craquer. Là. On a 33 vertèbres. Je peux oui. Ça tout, oui. Et là, ça monte. Puis là, au fur et à mesure que ça monte, je sens que ça me tire vers l'arrière. Et là, j'entends la fameuse voix dans ma tête dire « Couche-toi, étends-toi, laisse-toi aller. » Donc, j'obéis. C'est ce que je fais. Et là, l'énergie repart avec une fulgurance. Et là, quand c'est arrivé au niveau de la tête, moi, j'ai disparu. J'ai disparu, je trouve pas vraiment d'autres mots. Je me suis retrouvée dans un espace... J'avais la conscience du corps. Là. Je peux pas dire que j'avais pas conscience que le corps était pas là, là. Il y avait une certaine conscience du corps, mais moi, j'étais dans un espace que je suis pas capable de décrire, là, qui était de la lumière, de la pure lumière, mais qui était un espace de paix, de silence et d'un amour que ça non plus. Je peux pas décrire ça, là. Ça se décrit pas. Les seuls personnes qui ont fait des narratifs parfois qui se rapprochent un peu de ce que j'ai vécu, c'est les gens qui parlent d'expériences de mort imminente. Souvent, ils font des narratifs que je trouve que ça ressemble un peu, sauf que souvent, ils ont des décors paradisiaques, ils ont toutes sortes de choses. Moi, il n'y avait pas de décor. Mais au niveau du ressenti et de l'émotionnel que ces gens-là décrivent, là, ben, ces gens-là, ils relatent, ils partagent des trucs qui ressemblent un peu à ce que j'ai vécu. L'émotion d'amour qu'il y avait là, je veux dire... Et donc, vous vous sentez bien à ce moment-là? Ah, il n'y a pas de mots. Il n'y a pas de mots, là. Je veux dire, il n'y a pas de mots pour décrire comment je suis bien. Et je ne sais pas combien de temps non plus je reste dans cet espace-là, jusqu'à
à un moment donné, j'entends comme de façon très, très lointaine, j'entends la voix de ma fille qui, elle, vient débarquer, puis elle rentre dans la maison, puis là, elle voit tous les sacs de commandes, puis elle se demande où je suis. Et là, tout d'un coup, j'entends là, au niveau corporel dire « ça va, je m'en viens ». Puis là, je sens que ça réintègre le corps, là, je ne sais pas trop comment le dire. Et là, je me redresse, puis là, j'ai le cerveau un peu dans la gélatine. Là. Je ne suis pas vraiment capable de penser. Je fonctionne un peu comme un robot. Je descends en bas. Ma fille, elle dit « voyons, qu'est-ce qui se passe? » Fait que là, j'étais dans ma salle de méditation. Là, je regarde l'heure. Il s'est écoulé 3 heures. Oh. Pour moi, là, il s'est écoulé même pas 5 minutes. Je sais pas. Je sais pas combien il s'est écoulé de temps, mais certainement pas 3 heures. Certainement pas 3 heures. J'espère que vous n'aviez pas des courses congelées. Ben, je m'en rappelle pas. Alors, bref, tout ceci pour dire que là, ça a été comme la montée initiale, OK? Mais après ça, le reste de la journée, j'étais comme juste... Je fonctionnais un peu comme un robot. J'étais incapable de penser. Il n'y avait rien qui... J'étais pas capable de processer l'information. J'avançais, je faisais ce que j'avais à faire. Et là, je me suis recouchée le soir et là, je me suis endormie en mettant la tête sur l'oreiller. Sauf que dans la nuit, je me suis réveillée parce que là, ça recommençait. Là. L'énergie recommençait à monter. Mais là, c'était pas du tout agréable. Là. C'était pas agréable parce que je voyais qu'il y avait comme des résistances ou des blocages. Je sais pas comment l'expliquer, mais l'énergie, elle avait de la difficulté à passer. Et là, ça me donnait toutes sortes de symptômes physiques. Fait que j'ai été malade toute la nuit. Ça a commencé par des espèces de... Je me suis purgée là, au niveau physique. Ensuite de ça, j'avais des douleurs comme si j'avais des douleurs menstruelles, mais j'étais pas du tout dans cette étape-là de mon cycle. Après ça, plus tard dans la nuit, j'avais des palpitations cardiaques, j'avais de la difficulté à respirer. Là, j'étais comme, mon Dieu, qu'est-ce qui se passe? Puis là, sur le matin, là, c'était une migraine horrible et atroce. C'est ça la souffrance dont parlent ceux qui, effectivement, parlent d'éveil de Kundalini. Oui, c'est ça. Fait que là, ça s'est tout passé sur une nuit et je me suis réveillée le matin, j'avais presque pas dormi. J'étais terrorisée. Là, je comprenais pas du tout ce qui se passait. Là. Et à ce moment-là, mon conjoint n'était pas là. J'étais seule à la maison. Il y avait juste ma fille qui était là, mais ma fille, elle était à la fin de l'adolescence, fait qu'elle était là, puis elle n'était pas là. Elle sortait, puis elle rentrait de la maison. Mais là, j'avais vraiment peur. J'avais vraiment peur. Puis là, je me suis réveillée le matin, on s'est croisés, on a jasé un peu. Elle dit « t'as pas l'air affilée ». J'ai dit « non, ça va vraiment pas ». Fait que là, bref, j'ai demandé de rester à la maison. Ouais. J'ai demandé de demeurer à la maison parce que je voulais pas être seule. Fait que j'ai dit « je vais me rendormir, puis plus tard, si tu vois que je dors bien puis que mon sommeil est calme et paisible, tu pourras t'en aller, mais jusqu'à temps que je me rendorme. » Fait qu'elle a dit « oui, il n'y a pas de problème. » Fait que je me suis recouchée après avoir grignoté une rôtie puis bu un petit café, puis je me suis recouchée. J'ai dormi toute la journée, comme un bébé. Et quand je me suis réveillée en fin de journée, là, j'étais comme galvanisée et tétanisée par l'énergie, là. Je veux dire, je me sentais là, remplie de cette énergie-là, partout, jusqu'au bout de mes ongles, au bout de mes cheveux. Et là, j'aurais été prête à monter le Kilimandjaro. Là. Je veux dire, j'avais une énergie là, que je comprenais pas. Là. Et là, ma fille a quitté, elle avait des activités le soir, j'étais seule à la maison, j'étais assise dans mon salon, puis là, je voyais les lumières, l'intensité des lumières augmenter puis diminuer, mais je voyais bien que c'était pas les lumières, là, c'était mon champ visuel. Là. Il se passait quelque chose dans mon champ visuel, puis les sons, les lumières, là, ça montait, ça diminuait, ça montait, ça diminuait. Fait que c'était vraiment... Fait que là, je suis restée comme ça toute la veillée, assise. Encore là, je n'étais pas capable de penser. Je comprenais pas ce qui se passait. Je n'étais pas capable de processer les informations. J'étais comme un peu à la merci de ce qui était en train de se produire sans trop comprendre ce qui se passait. Fait que vers peut-être 11 heures, je suis allée me recoucher encore une fois. Et là, j'ai redormi encore une fois une nuit complète, là, comme ça faisait longtemps que je n'avais pas dormi. Et quand je me suis réveillée le lendemain matin et que je me suis levée, j'étais allée à la salle de bain, quand je me suis regardée dans le miroir, là, tout s'était effondré. Là. Je ne reconnaissais pas la femme que je voyais dans le miroir. Là, je suis descendue, j'ai préparé du pain doré à mes enfants. Et là, je faisais le cuir pain doré, puis je riais toute seule. J'étais comme, c'est quoi ça, la grande malade bipolaire? Je riais, là. J'étais comme, comment j'ai fait me compliquer la vie comme ça autant? Hein, c'est simple, la vie. C'est facile, c'est léger. Comment j'ai fait pour me pourrir l'existence comme ça pendant autant d'années?
Et là, je riais, là, je riais, puis là, mes enfants, puis mon conjoint était revenu. Non, il n'était pas revenu, mais j'étais seule avec mes enfants, puis là, mes enfants étaient comme, voyons, mais ça va? J'étais, oui, ça va très bien. Et là, j'étais dans cette joie-là, j'ai été à côté dans cette joie-là pendant 6 semaines de temps. 6 semaines de temps, là, dans cette joie-là qui ne me quittait pas, là, qui ne me quittait pas à aucun instant. Puis, mais ça venait aussi avec un espèce de niveau de connexion à tout là, qui faisait que la vie n'était pas facile là, parce que là, les énergies, là, je les sentais de la terre, du soleil, du ciel, des gens. Tout était devenu de l'énergie. Là. Et alors, au bout de tout ce temps, comment vous ressortez de cette expérience? Ben, en fait, quand je suis ressortie de ça, c'était pas très, très jojo parce que là, moi, j'avais un suivi psychiatrique à l'époque. Puis, les 2 premiers rendez-vous qui ont suivi toute cette aventure-là, j'en ai pas parlé à ma psychiatre. Mais là, elle voyait qu'il se passait quelque chose. Là, elle me reconnaissait pas. Là, elle était comme, mon Dieu, Diane. C'est sûr. Elle m'a même dit, à un moment donné, j'ai l'impression, elle dit que tes 15 dernières années de thérapie viennent de rentrer au poste. Là. On dirait que là, tout d'un coup, là, tu viens de tout intégrer ça. Là. Fait que j'étais comme, ben oui, c'est ça. C'est facile comme ça. Puis là, écoute, tout était clair, tout était fluide. Puis il y avait plein de trucs là, que je me mettais à voir complètement différemment d'avant. Puis le drama était comme disparu de ma vie complètement, tu sais. Mais il y avait cette fameuse voix-là, OK, qui m'accompagnait tout au long du jour, OK, puis avec qui j'avais un dialogue intérieur qui était très intéressant, qui me faisait voir plein de choses. Puis c'était vraiment très intéressant. Et puis, très rapidement, cette voix-là a commencé à me dire, bien là, il va falloir que tu te sers de la médication. Là. Mais c'était pas, on prend toute la médication, on la jette aux poubelles. Non, c'était pas ça. Là. C'était vraiment une guidance intérieure qui faisait, comme ce matin, je coupe un demi-comprimé de telle chose. Puis là, on faisait ça pendant un certain bout de temps, on attendait. Après ça, non. Fait que, bon, ça s'est fait sur 18 mois. Là. Ça a été quand même très long là, comme processus. Mais ça a commencé assez rapidement. Puis là, ben moi, j'étais dans cette joie-là. Dans cette joie-là, ça allait bien. Bon, à l'époque, je faisais encore quelques petites courses à pied. J'essayais. Là. Mon genou ne voulait pas vraiment suivre, mais j'en faisais encore un peu. Je faisais mes courses. J'étais joyeuse. J'étais de bonne humeur. Tout me parlait. La musique me parlait. La nature me parlait en ce sens que, je voyais plein de symboles, de synchronicité. Tout était exacerbé. Là. Tout était exacerbé. C'était vraiment un très bel état, là, très joyeux et très vivant. Et puis, un matin, je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé, mais en prenant une marche matinale, à un moment donné, j'ai fait « Oh, là, tu jases. » Ben, en fait, c'est qu'à un moment donné, c'est devenu assez mystique. Au début, la voix n'avait pas... Tu sais, je veux dire, il y avait pas... C'était pas un guide, il n'y avait pas de nom, il n'y avait rien de particulier. C'était juste une voix. Pas de visualisation. C'était vraiment juste ce que certains vont appeler de la clairaudience. Là. C'était un phénomène où j'entendais une voix et tout ça, j'interagissais avec, mais à un moment donné, à un certain point, parce que je vivais aussi dans les journées, ça m'arrivait quand j'étais seule à la maison de vivre des augmentations de l'énergie comme ça qui m'emportaient dans des états de transe. Et là, après ça, je revenais, tu sais. Puis quand j'allais dans ces états de transe-là, je pouvais expérimenter toutes sortes de choses. Puis à un moment donné, ben, dans un des états de transe, c'est devenu très mystique. Là, la voix qui s'est mise à me parler, c'était la voix de Dieu. Ni plus ni moins. Donc, quand je suis ressortie de cet état-là, quelques jours après, j'ai commencé à avoir peur. Parce que, vous savez, il y a un classique qui dit que si tu parles à Dieu, tu es croyant, mais si Dieu te répond, tu es schizophrène. Et moi, j'avais quand même un diagnostic en santé mentale. Et bien sûr. Donc là, il y a des peurs qui ont rembarqué au poste. Et là, j'ai fait, OK, là, est-ce que je me dirige vers un épisode psychotique? Tu sais, j'avais un diagnostic de trouble bipolaire type 2, qu'on dit. Type 2, généralement, ces gens-là ne font pas des psychoses versus les types 1, mais ça ne veut pas dire que tu ne peux pas basculer d'un état à l'autre. Donc là, bref, tout ceci pour dire que là, j'ai commencé à avoir peur. Fait que là, le rendez-vous subséquent, j'ai décidé d'en parler... De lui dire. Oui, d'en parler à ma psychiatre. Alors là, j'ai pas mal tout raconté. J'ai pas fait beaucoup j'ai pas masqué beaucoup d'informations. J'ai pas mal tout raconté. Et quand j'ai eu terminé, elle m'a regardée et elle a dit « Je ne sais pas quoi te dire, Diane, parce qu'elle dit sincèrement, elle dit « Tu peux pas être en psychose. » Parce que quand on est en psychose, on n'est pas capable de faire la distinction entre les manifestations, qui soient visuelles ou auditives, et la réalité. Elle dit « Là, je vois bien que tu fais la distinction entre les deux. » Là. Fait qu'elle dit « T'es pas en psychose. » là. Donc, vous avez bien vécu quelque chose. Oui. Et là, ça a fait...
tout a relâché. Tout a relâché, ça m'a rassurée. Elle dit, je sais pas, elle dit, on va observer. Puis là, j'ai dit, là, j'ai un appel à me sevrer aussi. J'ai dit, là, moi, je te le dis, Glenn, elle s'appelait Glenn, ma psychiatre, là, j'ai dit, j'ai un appel à me sevrer. J'ai dit, j'ai commencé, mais j'ai dit, je veux le faire avec toi, là. Je veux pas le faire à ton corps défendant, on va le faire ensemble, puis je veux que ça soit une démarche qu'on fasse ensemble. Fait que ça a commencé comme ça. Fait que il y a eu le sevrage et tout ça. Mais là, c'est certain que même si j'ai été rassurée par rapport au fait que je n'étais pas en psychose, bien, je comprenais pas plus qu'est-ce que je vivais. Oui. Je comprenais pas plus qu'est-ce que je vivais puis qu'est-ce qui se passait. Et là, ça créait toutes sortes de peurs et d'angoisses et d'anxiété et de toutes sortes de choses. Là. Et là, à partir du moment où je me suis mis à vivre ces espèces d'angoisses-là puis d'anxiété et de peur, là, le processus de Kundalini s'est mis à être beaucoup moins joyeux et beaucoup moins agréable. Parce que c'est la peur. Les gens conditionné par la peur. Oui, c'est ça. C'est les gens qui vivent des éveils de Kundalini très problématiques, très difficiles et très souffrants. Bien, c'est les peurs. C'est les peurs qui bloquent la circulation de l'énergie dans le système et qui fait que quand ça bloque dans le système, bien là, c'est très inconfortable. C'est très, très inconfortable et c'est très souffrant. Alors, le titre qu'on a choisi, c'est « Vous n'avez pas besoin d'activer votre Kundalini » parce que vous dites « On l'a déjà ». Ben oui, absolument. Alors, mais ça veut dire, parce que activer sa Kundalini, qui cherche à activer la Kundalini? Il y a plein de gens. Il y a plein de gens qui vont faire des expériences. Il y a plein de gens qui vont... maintenant, il existe même des cérémonies. Exactement. Pour ça, des rituels pour activer la Kundalini. Il y a le yoga Kundalini, mais le yoga Kundalini, à la base, c'est une forme de yoga comme les autres. Là. Je veux dire, il vous fait pas de promesses par rapport à la Kundalini. Là. Quand on fait du yoga Kundalini, vous pratiquez le yoga Kundalini, puis ça va avoir les effets que ça va avoir, puis il n'y a personne qui va aller vous faire des promesses que ça va éveiller votre Kundalini. Mais pour avoir fait, moi, une formation professorale en yoga Kundalini, parce que, bon, je me suis dit, je viens d'éveiller le Kundalini, on va aller faire une formation là-dedans. J'ai fait une formation, ben oui, j'ai rencontré pas tant dans le cadre de la formation, mais après ça, je l'ai enseigné quelque temps. J'ai rencontré effectivement des gens qui voulaient éveiller le Kundalini. Là. Puis moi, bien, à un moment donné, ma propre histoire a commencé à circuler. Fait que j'en ai eu aussi des gens qui sont venus me voir parce qu'ils voulaient éveiller le Kundalini. Donc, bref, il y a des gens qui veulent éveiller le Kundalini. Ben oui, absolument, ça existe, ça. Il y a des gens qui veulent ça. Là. Et alors, donc, quand vous dites que vous n'avez pas besoin de le faire parce que vous avez déjà tout en vous... Ben oui. Mais l'éveil de Kundalini, c'est quelque chose qui se vit. Physiquement. Oui, physiquement, il se passe quelque chose, effectivement. Donc on ne peut pas... comment l'expliquer? C'est-à-dire qu'on peut comprendre qu'il y a des gens qui aillent chercher ça parce qu'ils veulent cet instant-là, précisément, ce ressenti-là. Mais vous ne pouvez pas vous lever en matin en disant « Tiens, à 14h, je vais aller ressentir un éveil de Kundalini. » Ben non. Ça s'active quand c'est prêt à s'activer. C'est exactement comme quand vous discutez avec des gens qui vont marcher le chemin spirituel autrement. Là, souvent, on parle beaucoup de non-dualité là, depuis quelques années. C'est une façon de parler de l'éveil qui est très à la mode et qui est très courante. On en entend. Bon, ces enseignants-là, ils vont vous dire, ben, arrêtez de chercher, vous êtes déjà ce que vous cherchez. Mais c'est exactement la même chose. Là. C'est exactement la même chose. C'est déjà présent en vous. Après ça, ben oui, il peut exister des pratiques qui, graduellement ou plus rapidement ou moins rapidement, vont vous permettre de vous mettre en contact avec votre énergie vitale. OK? Et là, il y a beaucoup de confusion là aussi parce que les gens prennent l'énergie vitale pour la Kundalini. Et là, en tout cas, bref, les gens mélangent tout ça. Exactement. Fait que là, les gens commencent à avoir des ressentis par rapport à leur propre énergie. Et là, ils disent, OK, puis là, en plus, s'ils sont en méditation puis il y a moindrement des petits mouvements, ah ben ça y est, là, ma Kundalini est éveillée. Ben, exactement. Non. Et alors, justement, comment savoir si c'est véritablement un éveil de Kundalini? Ah ben ça, là, il n'y a pas de... Comment je vous dirais ça? C'est une certitude. C'est une certitude. Moi, je ne savais pas c'était quoi la Kundalini. Mais tous ceux qui où vous dites, non, mais il y a des tas de gens qui vivent un ressenti physique et qui vont tout de suite estampiller ça en disant j'ai vécu un éveil de Kundalini. Vous dites non, c'est pas vrai. Ils ont vécu un truc et puis ça s'arrête là. Mais je vais nuancer. Je ne dis pas que c'est pas vrai. C'est possible que ça soit vrai. C'est possible que ça soit ça. C'est possible aussi que ça soit ça. Mais c'est parce que les gens, ils vont... comment je dirais ça? Je veux bien le formuler là, pour ne pas créer plus de confusion. C'est que les gens associent automatiquement les manifestations énergétiques à la Kundalini. Mais c'est beaucoup plus complexe que ça, à quelque part. OK? Parce que la Kundalini, à la base, là, c'est une manifestation de la conscience elle-même.
OK? Parce que la conscience, on ne peut pas toucher à ça, on ne peut pas mettre le doigt là-dessus. Je veux dire, c'est un état. Bon. Donc, à la base, la conscience, c'est non manifesté. C'est pas quelque chose qu'on peut voir, qu'on peut toucher, qu'on peut circonscrire. On en parle beaucoup. On essaye de mettre des mots là-dessus, mais fondamentalement, c'est très difficile à décrire. Donc, la Kundalini, c'est l'aspect manifesté de la conscience. OK? La Kundalini, elle représente, dans le fond, vos potentialités, l'ensemble de vos potentialités en énergie créatrice, oui, et vos potentialités en conscience. OK? Donc, c'est ça, en gros, c'est une dynamique elle-même, c'est un système, la Kundalini, qui s'active en vous. Puis quand ce système-là s'active en vous, bien, ce système-là, lui, ce qu'il cherche, il cherche à retourner à la maison. Hein. Moi, je dis que c'est l'âme, c'est l'appel de l'âme de retourner à la maison et finalement de se reconnaître dans un aspect plus large et plus vaste qui est celui de la conscience. Est-ce que vous avez revécu ça? Bien, moi, ça s'est installé puis ça ne m'a jamais quitté. Régulièrement? Mais vous n'êtes pas en état de cet éveil de Kundalini permanent? Oui, l'énergie s'est éveillée. Elle s'est tranquillement pas vite parce qu'il y a un circuit. La Kundalini, là, c'est un circuit, c'est-à-dire qu'une fois que c'est activé, ce circuit-là, ce qu'il cherche à faire, là, il cherche à purifier le système psychocorporel, oui. Il cherche à purifier ce système-là de tous ces blocages, de toutes ces tensions, pour que l'énergie de la vie puisse couler naturellement, pour que ça puisse circuler naturellement en vous. C'est ça que ça veut faire, ce système-là. Fait que là, ça va faire ce que ça a à faire, puis vous n'avez aucun contrôle. Moi, les 3 premières années du processus, j'étais complètement dépossédée de mon corps et de ma psyché. Je pouvais tomber dans des états de transe. Dès que je mettais mon attention sur quelque chose, le moindrement longtemps, une lecture, un film, là, à un moment donné, là, je me sentais glisser, puis je partais. J'avais aucun contrôle là-dessus pendant les 3 premières années. Aucun contrôle. Et là, ça faisait ce que ça avait à faire. J'avais des remontées émotionnelles parce que la particularité d'un éveil de Kundalini, qui est peut-être un peu différent de certaines autres formes d'éveil que les gens vivent souvent, comme ça commence avec une espèce de réalisation de « je suis la conscience », puis là, après ça, bien, les énergies vont descendre, ils vont commencer à faire un peu l'épuration du système. Bien, la Kundalini, elle commence par faire l'épuration du système. Puis à un moment donné, à quelque part dans le processus, peut venir la fameuse réalisation de la réalisation non duelle, la réalisation du soi, toutes ces choses-là. Ça peut venir à peu près n'importe quand dans le processus. Mais la première chose que fait un processus de Kundalini, souvent, c'est de libérer les mémoires. Parce que c'est les mémoires qui causent les blocages. C'est l'identification aux mémoires qui crée des problèmes, puis qui crée toutes sortes de problèmes dans notre circuit, dans notre énergie vitale. Donc, la Kundalini, elle, ce qu'elle fait, c'est qu'elle veut libérer les mémoires. Fait qu'il y a toutes sortes de remontées émotionnelles, puis de remontées de souvenirs qui viennent souvent avec les éveils de Kundalini, parce que c'est ça que l'énergie veut faire. Elle veut vraiment libérer, puis créer de l'espace intérieur, finalement. Vous en avez fait un livre? Oui. Qui s'appelle évidemment « Embrasser le serpent » avec ce petit symbole. Ah! Qui est là aussi. Ah, ben si, c'est chouette. Voilà. Ah, quel beau clin d'œil. Hop. Quel beau clin d'œil. Incroyable, hein? Ah oui. Voilà, qui est là aussi et qui est sur votre ouvrage. C'est un unalome. Oui. Exactement. Que je trouvais très beau à l'époque. Et je me suis dit, tiens, je vais faire un petit tatouage. Pourquoi est-ce que vous avez écrit? Vous avez écrit d'abord pour expliquer votre histoire au travers de, évidemment, cette définition, l'autopsie d'un éveil de Kundalini, me raconter véritablement les choses, et puis mettre des mots, parce que personne n'a la même définition de l'éveil de Kundalini. Personne ne l'explique de la même manière. Personne ne vient dire exactement, voilà le process, il se passe ça, puis ensuite il y a ça, puis en plus ça. C'est très singulier à chacun. Bien, c'est parce que c'est long avant d'avoir Puis on a tous, je l'ai fait, puis tout le monde le fait. Donc, je ne suis pas plus fine, je ne suis pas meilleure que les autres, mais on a tous et toutes cette tendance-là à vouloir partager de façon un peu trop prématurée parfois. Et moi, entre la première mouture de mon manuscrit et celle que vous avez entre les mains, là, il y a eu 4 ou 5 moutures différentes là, qui se sont raffinées. J'ai commencé avec une espèce de gros manuscrit qui faisait presque 300-400 pages. Là. Je veux dire, ça n'avait comme pas de bon sens, ce livre-là. Là. C'était bien trop volumineux, ça n'avait pas de bon sens. Mais bref, la compréhension, parce que voyez-vous,
ce qu'on finit par comprendre, c'est que, je veux dire, on n'est rien ni personne, il n'y a rien qui nous appartient. La connaissance ne nous appartient pas plus que tout le reste. On ne sait rien fondamentalement dans la vie. Mais on est à quelque part un peu traversé par cette connaissance-là, puis on a des éclairs de révélation, puis on a des compréhensions auxquelles il ne faut pas s'accrocher, mais quand elles passent, elles sont là, puis des fois, elles méritent d'être partagées. Puis la particularité du processus de Kundalini, c'est que plus le temps passe et plus on a une perspective, un recul et qu'on comprend. Mais ça prend du temps. Ça prend du temps. Puis moi, honnêtement, oui, j'ai essayé à travers un manuscrit, j'ai essayé de toutes sortes de façons, mais vraiment, là, de prendre un peu plus le devant de la scène puis de rentrer sur les réseaux sociaux, ça a pris 7 ans avant que je commence vraiment à en parler puis à être en mesure de mettre des mots qui étaient plus cohérents puis qui faisaient plus de sens sur tout ça. Parce qu'au début, je comprenais juste pas qu'est-ce qui m'arrivait, puis j'en ai cherché, puis j'en ai fait des lectures. Mais à un moment donné, tout ça lâche. Tout ça lâche. Hein, je me rappelle, au début, j'ai fait beaucoup de yoga, j'ai suivi des formations professorales, j'ai fait toutes sortes de choses parce que je voulais comme favoriser et accélérer le processus, là. Mais ça donnait rien de faire ça. Ça donnait absolument rien de faire ça. Puis, à un moment donné, bien, tout ça lâche. Un jour, je me suis retrouvée dans ma douche, les 2 mains à côté, à pleurer, à me dire « ça finira jamais. Ce processus-là, il finira jamais. » Et là, il y a eu un lâcher-prise. À partir de là, bien, j'ai cessé le yoga, j'ai cessé un paquet d'affaires. Et tout m'a ramené à quelque chose d'excessivement simple, épuré et ordinaire. Et ça, vous accompagnez pour qu'on puisse ressentir ça? Oui. Oui. Moi, je pense que le plus beau cadeau qu'on peut faire à quelqu'un dans la vie, puis en fait, il faut se le faire à soi-même en tout premier lieu, mais il y a des gens qui ne sont pas capables de se l'octroyer, ce cadeau-là, c'est de pouvoir être qui on est véritablement. Attention à votre micro. Oui. Voilà, c'est beaucoup mieux. C'est de pouvoir être qui on est véritablement. Ça aussi, c'est une phrase qu'on entend tout le temps, mais c'est tellement abstrait aussi. Ben oui, parce que tout ce qu'on est, là, ce qu'on est dans notre pure essence, dans notre beauté, certains vont dire dans notre divinité, dans notre grâce, appelez ça comme vous voulez. On peut mettre tellement de mots là-dessus. Tout ce qu'on est dans notre pure essence, dans tout ce qu'on est de plus beau, de plus vrai, de plus authentique, tout ça, c'est recouvert de toutes sortes de choses, de croyances, de conditionnements, d'éducation. Donc, je veux dire, c'est dur d'accéder à ça. C'est dur d'accéder à ça. Puis sincèrement, je veux dire, moi, je pense pas qu'il y ait de techniques miracles, qu'il y ait de méthodes magiques, puis je pense pas qu'il y ait de chemin particulier. Je veux dire, ça se produit quand ça a à se produire. Il faut arrêter de vouloir forcer les choses dans la vie, que ce soit l'éveil de Kundalini ou l'éveil spirituel. Sauf que quand vous l'expliquez, comme on vient de le faire là pendant 1 heure, on a envie de vivre ça. Oui, ben oui. Et c'est tout à fait normal. On se dit, waouh! Ben oui, tous les gens aspirent au bonheur. Et les gens se disent aussi, quelque part, moi je le dis souvent dans les émissions, c'est qu'on a le sentiment que vous êtes touché par la grâce à un moment donné dans votre vie. Il y a quelque chose qui vient vous heurter comme ça et qui vient chambouler votre état d'esprit, votre façon de voir la vie, etc. Et vous dites, vous tombez en amour avec la vie. Ça, c'est bien une expression. Moi, c'est ça. La résultante du processus, c'est ça. Bien sûr. Je suis passée de quelqu'un qui voulait plus vivre à quelqu'un qui va répéter à qui veut bien l'entendre. Parce que moi, c'est ça, là, je répète à qui veut bien l'entendre. Là, ceux qui ne sont pas intéressés, je ne force pas personne. Mais je veux dire, tous ceux qui sont intéressés, moi, tout ce que j'ai le goût de dire, c'est beau, la vie. Il n'y a rien de plus beau que ça. Là, ça mérite d'être vécu. Qui vous a sauvé, à votre avis? Je n'ai pas de réponse. Le silence. Qui n'en est pas. Tellement de choses dans le silence. La présence. Parce que, dans le fond, c'est ça qui amène un éveil de Kundalini, c'est que ça installe dans l'état de présence. Moi, je ne le voyais pas à l'époque, là, mais en 72 heures, je me suis retrouvée dans un état de présence. Puis à l'époque, je ne savais pas, je ne comprenais pas ce que je vivais, mais ce que je disais aux gens qui étaient bien intéressés, qui voulaient bien m'écouter, parce que j'ai parlé à beaucoup de gens, j'avais tellement le besoin d'en parler au début, c'était fou. Les premiers temps, je disais tout le temps, mais je suis comme un gant qu'on a retourné. J'avais vraiment l'impression d'être un gant qu'on avait retourné. Là. Et là, tout d'un coup, là, j'étais présente là, à ce que je suis. Mais ce que je suis dans la vérité de l'instant. Donc, dans la vérité de l'instant, ça peut être n'importe quoi. Là. Je peux être heureuse, je peux être malheureuse, je peux être en colère, je peux être joyeuse, je peux être calme, je peux être tranquille, je peux être paisible, je peux être silencieuse, je peux avoir le goût de jaser. Ça peut être tout ça, là, tout est bienvenu. Je veux dire, tout est bienvenu. Embrasser le serpent qui est ici, évidemment. C'est en auto-édition?
Oui. Bon, OK. On va mettre évidemment le lien autour de cette vidéo. On va mettre votre site internet, évidemment, qui s'appelle diane-gagne.ca. Gagner. Oui. .ca, évidemment. Et je le disais, avec un nom comme ça, vous ne pouvez pas faire autrement que de gagner sur la vie. Oui. Très clairement. Oui. La dernière question pour terminer chaque émission, c'est un petit rituel, là aussi, est la suivante. Qu'est-ce que vous aimeriez, Diane, que l'on retienne de vous? Oh, mon Dieu! Hey, quelle bonne question! Donnez-vous quelques instants pour me déposer et essayer de voir vraiment qu'est-ce que... N'ayez pas une montée de Kundalini au moment où on fait... Non, ça, c'est fini, ça. C'est un circuit, vous savez, hein, quand le circuit est complété, là, c'est ça. Ouais. C'est là. En fait, c'est pas par rapport à moi. C'est juste d'une façon générale dans la vie, là. Il faut aimer la vie. Moi, c'est juste ça que j'ai le goût de dire aux gens. Puis, j'ai pas le goût de me peinturer dans un coin en disant je suis ci ou je suis ça. Non, vraiment pas cette envie-là. Là. Non, si j'ai une chose à dire aux gens, c'est qu'il faut vraiment aimer la vie. Il faut aimer la vie, même quand ça frotte puis ça gratte. Puis je dirais même que c'est dans ces moments-là que la vie est la plus enrichissante puis que c'est là qu'on apprend le plus. Puis le chemin spirituel commence véritablement, à mon sens, à moi, éveil de Kundalini ou pas. C'est pas important là, parce qu'il y a 1001 façons de vivre le chemin spirituel. Là, et chacune de ces façons-là sont toutes bonnes, sont toutes excellentes. Mais j'aurais tendance à dire que le chemin spirituel ne peut pas véritablement commencer tant aussi longtemps qu'on n'accepte pas de se rencontrer véritablement, d'arrêter de se fuir. Et d'arrêter de se fuir, c'est d'accepter de ressentir. C'est d'accepter de ressentir pleinement tout ce que cet organisme-là nous permet de vivre et de ressentir. Et pourquoi on ne veut pas se rencontrer, c'est qu'on a mis des couleurs sur le ressenti. Il y a des choses qu'on veut vivre, il y a des choses qu'on ne veut pas vivre, puis ça, il faut arrêter un jour. Parce que ça peut se neutraliser. Moi, intérieurement, c'est ça qui s'est passé. Aujourd'hui, sur l'échelle de valeur, la colère n'a pas plus de valeur que la tristesse ou la joie, puis l'amour n'a pas plus de valeur que l'ennui ou je ne sais pas quoi d'autre. Tout ça, ça mérite d'être vécu. Quel parcours! Vous revenez de loin. Bravo, en tout cas, pour cette franchise, bravo pour cette authenticité, bravo pour ce parcours de vie, bravo de nous avoir si gentiment accepté de se dévoiler aussi, de parler de choses intimes. Je pense que quand on réécoute l'ensemble de tous vos propos, on se dit que parfois il y a des angles de votre vie qu'on a les exposer comme ça au grand public. C'est pas assez osé quand même, c'est pas simple. Oui, mais l'avantage de prendre... Mais vous êtes en paix avec ça maintenant. Oui, mais c'est ça, c'est l'avantage de prendre la distance de l'histoire et du personnage. C'est qu'après ça, on peut en parler, puis... Bon. Prenez soin de vous. Merci. Merci infiniment. Diane Gagné, le site internet, l'ouvrage, lisez et puis prenez soin de vous, évidemment. On se retrouve très vite. Cette fois-ci, on sera du côté de Montréal dans quelques heures pour une autre série de rencontres. Merci à tous de votre attention et à très vite pour une prochaine rencontre.